Ala, non! Cria Yuri au bord de la panique. Il se tenait en équilibre sur une plaque d'énergie bleutée, pas plus grande qu'une assiette. Loin au-dessous de lui clapotait une eau noire et glacée. Loin au-dessus, Max, Xia et Aladita rigolaient comme des fous. Il était au milieu d'une cuve du Rorcal, debout sur un petit bout d'énergie généré par Aladita qui se réduisait petit à petit. Yuri n'avait pas du tout envie de plonger. La zone de traitement de l'eau n'était pas chauffée, il y faisait un froid glacial. « Je rigole pas !» cria-t-il à ses amis. « De l'eau si froide, j'arriverai jamais à nager, je vais me noyer !» Les trois complices, assis sur le bord de la cuve, rigolèrent de plus belle. « Bon, allez, arrête de le taquiner, Allah !» dit Xia en tapant sur l'épaule de la jeune indienne. Instantanément, la plaque d'énergie qui soutenait Yuri doubla de taille et se garnit d'une petite barrière protectrice. « J'aurais pu le remonter dans une bulle d'énergie, » maugréa Aladita. « Juste, on lui fait faire un petit plongeon et je le ramène tout de suite comme un gros glaçon. »« Un petit peu plus de mou, Xia !» cria Yuri du fond de sa cuve. La chinoise à la force extraordinaire fit descendre de quelques mètres une longue bobine de tuyau en la tenant d'une seule main et sans forcer. Yuri reprit son nettoyage des parois de la cuve. Ils avaient décidé d'utiliser une partie de l'eau récoltée sur la planète ravagée par une guerre nucléaire pour nettoyer tous les endroits où il aurait pu rester du poison extraterrestre. C'était un petit gaspillage, mais ils avaient de la marge. Les passagers du gigantesque vaisseau d'exploration étaient tous figés dans le temps. Ils bougeaient aussi vite que des statues, et les statues ne boivent pas beaucoup. Yuri ouvrit l'eau et recommença à rincer la cuve. Le jet d'eau résonnait en heurtant les parois métalliques, et le bruit était assourdissant. Malgré ses vêtements étanches, le jeune homme était frigorifié. Heureusement, c'était bientôt le tour de Max, et il pourrait remonter se réchauffer avec un bon chocolat au lait. « Je vous informe que le travail est terminé à 50%, annonça la voix de Schmar, l'extraterrestre énergétique qui vivait dans les ordinateurs du Rorcal. « 50 !» s'exclama Aladita qui manqua de laisser Yuri plonger. « Et c'est que la moitié, ça! On y est depuis 2 jours !» C'est un peu le problème lorsqu'on est 4 pour entretenir un vaisseau qui transporte 6000 personnes, répondit Max avec un petit rire. Et puis, on n'est pas en train de perdre du temps, cria Yuri d'en bas. Nous sommes en route vers la prochaine destination. Xia ricana sans lâcher le tuyau. Oui, mais les dernières destinations que nous a choisies Schmar n'étaient pas des grandes réussites. Je me demande si quelques jours de vacances n'auraient pas été une bonne idée. Nous aurons sans doute encore de nombreuses mauvaises surprises, tempéra Yuri. Ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à chercher. Nous devons découvrir une planète pour l'humanité et trouver un moyen de libérer l'équipage du Rorcal. Xia plaisantait, précisa Max avec un clin d'œil. Évidemment qu'on prend pas de vacances. Soudain, le vaisseau fut secoué comme s'il avait heurté un mur. Yuri bascula et plongea la tête la première vers le fond de la cuve. Aladita le rattrapa juste au-dessus de l'eau et il se retrouva à flotter dans une bulle d'énergie bleutée. « Je te tiens !» cria-t-elle. « Ah, merci, Allah !» souffla Yuri. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Xia à Schmar. L'extraterrestre prit quelques secondes pour répondre, ce qui n'était pas fréquent. « C'est étonnant, » fit sa voix impassible dans les haut-parleurs. « Nous avons changé de direction. Quelque chose nous tire vers le système solaire le plus proche. » Comment quelque chose peut-il nous tirer ? Nous sommes dans l'espace, lancés à une vitesse extraordinaire, sans compter les moteurs de mon père qui courbent l'espace autour de nous. La voix d'Yuri était étouffée, comme s'il avait parlé la tête au fond d'un seau. Il tenta de se relever et glissa dans la boule d'énergie. C'était comme essayer de se tenir debout dans un ballon géant. « Allah, remonte-moi, s'il te plaît !» demanda-t-il en se débattant. Max avait disparu dans un claquement de vent dès la première secousse. Sa voix résonna dans la radio pendant que Yuri se faisait hisser jusqu'en haut de la cuve. « Je sais que c'est impossible, mais nous sommes attirés par une force hallucinante. Tout se passe comme si nous étions entrés dans le champ de gravité d'un corps monstrueusement grand et lourd. »« Un trou noir ?» demanda Xia. « Non, répondit Yuri en arrivant en haut. Un trou noir, même errant, aurait été détecté par les instruments du Rorcal. »« Un trou noir errant ? Il y a des trous noirs qui se baladent ?» demanda Allah. « Oui, nous pensons qu'il y a un trou noir géant au milieu de chaque galaxie, et certains ont sans doute dévoré l'intégralité de la leur. Ils se retrouvent donc seuls, aérés dans l'univers. Autant dire qu'il vaut mieux éviter de croiser un monstre pareil. »
Il y a aussi, sans doute, des trous noirs issus d'effondrements d'étoiles particulièrement massives à la fin de leur vie. Deux étoiles à neutrons qui fusionnent peuvent aussi donner naissance à un trou noir. Et puis... Ok, Yuri, l'interrompit Xia. On n'a pas trop le temps, là. Les trois aventuriers, qui n'étaient pas super rapides, couraient dans les couloirs. Ils se dirigeaient vers la passerelle en évitant les adultes figés dans le temps qu'ils croisaient. Yuri se jeta sur l'ordinateur du capitaine dès qu'il fut arrivé, et Xia se précipita sur les commandes de pilotage. « Je n'arrive pas à reprendre le contrôle !» s'exclama-t-elle alors que le vaisseau se mettait à vibrer et à gronder. « C'est vraiment bizarre !» murmura Yuri en regardant les données à l'écran. « Le flux de gravité est monodirectionnel. » Aladita soupira bruyamment. « En français, Yuri, en français, s'il te plaît, demanda-t-elle. Tu sais que la gravité est une conséquence de la masse. Un truc lourd va attirer tout ce qui y est autour de lui. La Terre, par exemple, attire la Lune et la garde en orbite. Et la Lune attire la Terre. C'est l'une des choses qui provoque les marées. C'est une force qui s'exerce partout autour d'un corps, comme le champ magnétique autour d'un aimant. C'est une déformation de l'espace qui agit comme une force qui s'exerce partout autour d'un corps, comme le champ magnétique autour d'un aimant. Dans ce cas, ce qui nous attire a la forme d'un rayon. Ça vient d'un point fixe et ça nous vise directement. La force ne s'exerce pas partout, ce qui est impossible, à moins qu'une civilisation ait réussi à maîtriser la gravité comme nous manipulons la lumière. On est capable de faire un faisceau très fin de lumière concentrée. C'est un laser. Nous sommes pris dans un faisceau très fin de gravité concentrée. Un graser. En fait, résuma Aladita, la gravité, c'est comme la lumière autour d'une ampoule. Il y en a partout. Sauf que là, on est pris dans le rayon d'une lampe torche super fine. Max rigola avant de répondre. Excellente image, Ala. Tu deviens doué pour traduire le Yuri. En attendant, dit Xia, nous n'avons pas la moindre idée de ce qui a allumé cette lampe torche ou ce graser et l'a pointé droit sur nous. Par contre, elle se mit à taper frénétiquement des commandes sur son terminal de pilotage. Le Rorcal s'arrêta de vibrer et de grincer lorsqu'elle arrêta les moteurs. Rapidement, une trajectoire s'afficha et elle la transmit sur l'écran principal. « Regardez !» s'exclama-t-elle. « Nous nous dirigeons vers ce système solaire. » « Je scanne, dit Max en tapotant lui aussi sur un écran. 6 planètes, 4 telluriques et 2 géantes gazeuses, un paquet de lunes, un soleil plus petit que le nôtre. Ah, je détecte des émissions électromagnétiques venant de la seconde planète. Des émissions quoi demanda Aladita. Des émissions de télé, ma chère, répondit Xia en lui faisant un clin d'œil. Peut-être même qu'il y aura des dessins animés. Ça pourrait être aussi de la radio ou du Wi-Fi, précisa Max. Ou bien un système de visée ou des radars de guidage de missiles, dit Yuri d'un air sombre. Ça y est, dit Xia. Nous sommes en orbite autour de la Lune. Le Rorcal n'était plus soumis à l'attraction du rayon de gravité, mais il craignait que ça recommence s'ils essayaient de partir. Il tournait autour d'une lune qui restait constamment cachée derrière la dernière géante gazeuse du système. « Je ne détecte rien du tout à travers ce monstre, » maugréa Xia. « Cette planète est encore plus grosse que Jupiter. » C'est probablement fait exprès, répondit Yuri. Ceux qui nous ont amenés là nous ont mis en orbite autour de la seule lune qui reste toujours dans l'ombre de sa planète. Comme ça, ils sont sûrs que nous ne pouvons pas trop regarder chez eux. Fit Aladita d'une petite voix. C'est quoi le point rouge qui clignote à côté du Rorcal sur l'écran radar ? Les trois autres se précipitèrent pour regarder. La jeune indienne avait raison. Il y avait quelque chose juste à côté de la fenêtre d'observation du vaisseau. C'était tout petit et dégageait peu d'énergie. C'était pourquoi aucune alarme n'avait retenti. Max disparut en un éclair et le vent claqua derrière lui. Un instant plus tard, alors que les autres se mettaient à peine à courir vers la baie d'observation, sa voix résonna dans la radio. « Bon, il y a un petit module qui flotte devant la vitre. C'est trop petit pour un humain, mais c'est définitivement un petit vaisseau spatial. Vu la taille, on a dû trouver la planète des Gremlins. Que personne ne leur jette à manger, on ne sait pas quelle heure il est chez eux. » Les autres arrivèrent au bout de quelques instants. Ils restèrent bouche bée devant la petite capsule brillante qui dérivait devant eux. Il n'y avait pas de hublot pour qu'ils puissent voir qui la pilotait. Yuri plissa les yeux, se concentrant sur son pouvoir, et commença à parler. La technologie est très différente de la nôtre. Les matériaux sont majoritairement organiques. Il n'y a que la coque qui ressemble à celle de notre navette. « Qui pilote, Yuri ?» demanda Xia impatiente.
Je pousse. Oh, 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 c'est une larve comme celle qui a attaqué le rorqual. Enfin, pas tout à fait pareille, mais elle lui ressemble. On dirait une version sans coquille et sans. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Leurs esprits furent soudainement assaillis d'images et de sensations étrangères. C'était comme avoir de la fièvre, une migraine atroce et un rêve en même temps. Ils tombèrent tous les quatre à genoux en criant de douleur. Aladita se recouvrit par réflexe d'une armure d'énergie, mais elle ne la protégea pas de l'assaut. Max voulut s'éloigner, mais ses jambes ne le portaient plus, et il voyait à peine où il allait. Que se passe-t-il fit la voix de Schmar qui semblait étouffée. Vous ne vous comportez pas comme d'habitude. Yuri essaya de répondre, mais il ne réussit qu'à grogner. Petit à petit, leur vision devenait de plus en plus trouble, et la baie d'observation du rorqual disparut pour laisser place à des éclats de lumière indistincts. C'était comme observer des ampoules de couleur à travers une piscine. La douleur se calma un petit peu, et Aladita réussit à crier. Et qu'est-ce qui se passe? Personne ne répondit parce que personne n'en savait rien. Les formes troubles et lumineuses qu'ils voyaient autour d'eux commencèrent à se préciser, à devenir reconnaissables. Au bout de quelques instants, la pièce se remplit d'images virevoltantes. C'était comme si on avait jeté des centaines de photos géantes dans tous les sens autour d'eux. Ils pouvaient en reconnaître certaines, comme des flashs, qui apparaissaient et disparaissaient dans des explosions de lumière. Tantôt un soldat qui faisait feu avec son fusil d'assaut, crachant la mort vers une cible invisible. Puis un missile qui tombait dans une rue. D'autres images arrivaient, de plus en plus vite. Un enfant, sale et débraillé, pleurant de faim, des usines dégageant d'épais panaches de fumée noire et sale, une usine en train d'exploser, au ralenti, pulvérisant des matériaux brûlants sur les villages alentours. Ça ne s'arrêtait pas, c'était comme un cauchemar en accéléré. Des baleines échouées, mortes, sur une plage, perdues par le bruit des hélices des bateaux. Deux hommes blancs en train d'en frapper un autre, noir. Une femme en train de se faire crier dessus par son mari, des publicités poussant des foules de gens dans des magasins immenses, achetant des tonnes de babioles inutiles en plastique. Hé, c'est pas beau tout ça, hurla soudain Ladita, prise d'une colère dévorante. Les êtres humains, c'est pas que ça! Vous voulez voir des images? Voilà des images! La jeune fille au teint mat se concentra, et les flashs changèrent radicalement. Avec un soulagement, les aventuriers purent voir des enfants s'amuser avec leurs chiens, faire de la balançoire et du toboggan dans un parc, faire de la balançoire et du toboggan dans un parc. Sur le banc, non loin, un jeune couple se tenait par la main en souriant. Les images s'éloignèrent de la terre, et ils purent voir les équipes de construction du Rorqual qui riaient et se félicitaient d'avoir terminé le plus grand vaisseau de tous les temps. À l'intérieur, des hommes et des femmes pleins d'espoir partirent en quête d'une vie meilleure, d'un meilleur avenir. Quatre enfants apparaissaient de plus en plus souvent. Aladita qui racontait à Yuri l'histoire des trois petits cochons. Xia se précipitant dans l'espace, criblé de micrométéorites, pour porter secours à Max. Ce même jeune garçon réussissant à établir la communication avec une espèce extraterrestre, les Schmarblack. Yuri, fou d'inquiétude pour une Aladita épuisée d'avoir trop utilisé ses pouvoirs sur la Lune aux insectes. Sans prévenir, toutes les images s'éteignirent et le noir fut total. Les quatre aventuriers sombrèrent dans l'inconscience. Max se réveilla en premier. Il jeta un coup d'œil autour de lui et ne reconnut pas la baie d'observation du Rorqual. Il se releva précipitamment et vérifia en un éclair que ses amis allaient bien. Ils étaient allongés par terre, encore inconscients, mais en vie. Il se calma un peu et ralentit, prenant le temps d'observer les alentours. Ils étaient dans un couloir au sol et aux parois métalliques, éclairés par des plaques brillantes fixées au plafond. Cela ressemblait à un vaisseau spatial ou à un sous-marin, mais les couleurs rouges et marron ne correspondaient à rien dans le Rorqual. Son regard s'arrêta sur un petit terminal fixé à côté d'une porte. Il s'approcha prudemment et toucha l'écran pour l'allumer. L'appareil fonctionnait bien. Le temps que ses amis se réveillent, il avait trouvé les plans et quelques informations intéressantes. Max fit la voix embrumée d'Yuri derrière lui. Où sommes-nous? Le jeune ingénieur se retourna pour aller aider ses amis à se lever. Ils se réveillaient tous à présent, même s'ils se remettaient moins vite que lui. Je me suis réveillé il y a une demi-heure, expliqua-t-il. J'ai un peu fouillé et trouvé des trucs. Bon, déjà, comme vous le voyez, nous ne sommes plus sur le Rorqual. Nous sommes sur une station en orbite autour de la planète habitée de ce système, un peu comme l'ISS autour de la Terre, en beaucoup, beaucoup plus grand. Xia fronçait déjà les sourcils, comme si elle était dérangée par un détail. Mais Max continua sans s'inquiéter. Quand je dis beaucoup plus grand que la Station spatiale internationale, c'est pas pour rire.
Ici, c'est grand comme un petit village, presque comme le Rorcal. Un réacteur nucléaire permet l'alimentation en énergie et il y a des recycleurs d'air à 3 endroits différents. Visiblement enchanté par ces découvertes, Max parlait en agitant les bras, décrivant la station comme s'il venait de la recevoir en cadeau pour Noël. Les autres ne semblaient pas partager son enthousiasme. Tous les trois fronçaient maintenant les sourcils. C'est organisé par quartier. Il y a des habitations en grand nombre, quelques laboratoires scientifiques qui devraient te plaire, Yuri. Des salles de sport pour toi, Xia, et même une école pour toi, là. Enfin, bref, la température est maintenue par des échangeurs de Stop s'exclama soudain Xia. Max, tu as regardé tout ça avant même de te poser la question la plus importante? Le petit Français la regarda sans comprendre, ses grands yeux ouverts comme des soucoupes. Euh, nous sommes arrivés avec la navette du Rorcal, elle est arrimée pas loin d'ici? Demanda-t-il. Pas mal, répondit Yuri pendant que Xia levait les yeux au ciel. C'est un bon début, mais c'est toujours pas la question la plus importante. Mais qui habite ici? Cria soudain Aladita d'un air excédé. Nous sommes dans une station spatiale inconnue, au fin fond de la galaxie, et tu ne t'es pas demandé qui l'a construite et qui y habite? Max les regarda tous les trois, la bouche ouverte, pendant quelques instants. Bah non. Je regardais juste comment elle marche. Mais je n'ai vu personne pendant la demi-heure où j'étais réveillé. Je reconnais bien là mon ingénieur préféré, dit Yuri en lui tapant sur l'épaule. Mais il y a encore une question qui me turlupine et que tu devais être trop occupé pour te poser. Comment se fait-il que tu puisses te servir d'un ordinateur extraterrestre et que tu comprennes la langue qu'il affiche? Xia se pencha vers Aladita et lui murmura à l'oreille. Qui utilise encore le verbe turlupiner aujourd'hui? Entre l'ingénieur jamais inquiet et le scientifique d'un autre siècle, heureusement que les filles sont là pour assurer. Max et Yuri s'approchèrent de la console sur le mur et regardèrent l'écran ensemble. C'est vrai que c'est bizarre, dit Max. J'étais tellement content d'avoir tous ces plans et toutes ces informations que je ne me suis pas posé la question. Profitons-en quand même, leur lança Aladita qui avait fini de rire de la blague de Xia. Disons que l'ordinateur qui parle français, c'est la question numéro 2. Et demandons-lui de répondre à la question numéro 1. Y a-t-il des habitants sur cette station? Yuri approcha sa main de l'écran et tapa sur une série d'icônes, cherchant quelques minutes avant de trouver ce qu'il cherchait. Voilà. Il y a même des détecteurs auxquels nous avons accès. Si je lance un scan de recherche des formes de vie, nous trouvons... Ouah la vache! Quoi? S'exclama Xia. Eh bien, dit Max avec un petit rire nerveux, il y a des centaines de formes de vie. 863 pour être exact. En fait, il y en a presque partout, à part dans la zone où nous sommes. Quelqu'un se rappelle comment nous sommes arrivés ici? Demanda Aladita. Les quatre amis hésitèrent quelques instants avant que Max réponde. Je suppose qu'on est arrivé avec la navette, puisqu'elle est arrimée à la station, mais je me rappelle pas du tout. Xia fit non de la tête et Yuri confirma. Personne ne se rappelait du trajet depuis le Rorcal. Bon, dit Aladita d'un ton joyeux en bondissant sur ses pieds. Si personne n'a de souvenir de ce qui s'est passé, allons demander aux habitants de la station. Ils ont peut-être vu quelque chose. À moins qu'ils ne soient responsables de notre perte de mémoire, grogna Xia. S'ils avaient voulu nous faire du mal, ils le pouvaient quand on était inconscient, tempéra Max. La jeune indienne était déjà dans le couloir, se rapprochant d'une porte rouge et noire. Sans difficulté, elle trouva le mécanisme d'ouverture. Elle se retourna et lança à Max. C'est toi qui as vu les plans. On va à droite ou à gauche? Gauche, répondit l'ingénieur. D'un pas plein d'entrain, Aladita ouvrit la marche. Elle fut rapidement rejointe par Xia, qui jetait des coups d'œil soupçonneux dans tous les coins, cherchant la larve qui allait leur sauter dessus. Max et Yuri suivaient, tout aussi attentifs à leur environnement. Quelque chose n'allait pas. C'était comme avoir la sensation étrange d'être réveillé mais d'être encore dans un rêve, la même impression que l'on peut avoir lorsqu'on est très fatigué ou qu'on a de la fièvre. Aladita ne semblait pas aussi touchée que les autres. Elle continuait de parler devant eux. Les couloirs sont trop larges pour que ce soit une station des larges de toute façon, et les murs sont en fer. Des bestioles grosses comme des chiens construiraient pas des couloirs de 2 mètres de haut quand même. C'est trop cool! On va rencontrer une nouvelle espèce extraterrestre! Yuri regardait dans les murs au fur et à mesure qu'ils avançaient. Alan n'avait pas tort. Il n'y avait pas de matériaux organiques comme sur la sonde où ils avaient trouvé la première larve.
Il y avait beaucoup de métaux et de plastique, comme sur une construction humaine. On ne peut pas savoir quelle tête ils vont avoir, continuait la jeune fille. On ne peut pas savoir quelle tête ils vont avoir, continuait la jeune fille. On sait quand même qu'ils sont à peu près grands comme nous et qu'ils ont des mains pour ouvrir leurs portes. Ça a peut-être des licornes roses avec des mains, ou des nounours de toutes les couleurs avec des grands yeux ronds tout mignons. Ou encore des... Ah là, non! Cria Yuri soudainement au moment où elle s'apprêtait à ouvrir une nouvelle porte. Trop tard. Le passage s'ouvrit en faisant un petit chuintement huilé, laissant voir une créature terrifiante. Elle était effectivement bien plus grosse que la larve qui les avait attaqués, mais elle n'avait rien d'un ours en peluche multicolore pour autant. Une immense limace carapassonnée se tenait au milieu du couloir, un bras mou et gluant tendu vers le mécanisme d'ouverture de la porte. Elle se déplaçait sur des milliers de minuscules pattes sous son ventre. Une grosse bosse poussait au milieu de son dos, et 6 yeux qui ressemblaient à ceux d'un escargot se dressaient dessus. Dès qu'elle vit les 4 aventuriers, la créature émit un couinement bizarre et se recroquevilla sur elle-même. Les plaques osseuses qu'elle avait sur le dos s'imbriquèrent les unes dans les autres jusqu'à former une carapace qui la recouvrait entièrement. En un instant, elle s'était enroulée comme un cloporte et il ne restait plus qu'une boule dure comme de la pierre posée au milieu du couloir. « Ah, bah c'est moins mignon qu'une licorne rose, » murmura Aladita. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Demanda Yuri éberlué. Une boule de bowling pour Xia ? Répondit Max avec un petit rire nerveux. Yuri plissa les yeux et regarda plus en profondeur. Les structures atomiques des plaques de protection, le sang de la créature, le fonctionnement de son corps. Les amis, dit-il au bout d'un instant, je crois que c'est la race qui a créé la larve qui a attaqué le rorcal. Son armure est la même et beaucoup de choses se ressemblent à l'intérieur. Trop de points communs pour que ce soit un hasard. 3 des aventuriers reculèrent d'un pas. Seul Aladita avança en tendant la main, effleurant des doigts la boule recroquevillée. Bah, celui-là est plus gros, mais il n'a pas l'air agressif, dit-elle. On dirait presque qu'il a peur, vous trouvez pas ? Il faut bien reconnaître qu'il a plus l'air d'un escargot qui se planque dans sa coquille que d'un vil extraterrestre qui cherche à tous nous tuer, murmura Xia. Une énorme explosion retentit à ce moment précis. Le sol se souleva sous leurs pieds, les envoyant violemment à terre. Même le gros extraterrestre roula d'un bord à l'autre du couloir. Aladita se retrouva instantanément entourée d'une armure d'énergie. Yuri tourna la tête dans tous les sens, cherchant à travers les murs l'origine de l'explosion. Max et Xia se relevèrent d'un bond, surveillant la créature du coin de l'œil et explorant les environs de l'autre. « Mais qu'est-ce qui s'est pas » commença Max. Il fut interrompu par un sifflement atroce et un vent soudain, comme si une tempête s'était levée dans le couloir. L'air s'enfuyait, la station était ouverte sur l'espace. Max passa en mode super rapide et fonça vers l'avant, dans le sens du vent. Ses amis le virent disparaître et réapparaître un instant plus tard. « Il y a une brèche dans la coque, à une centaine de mètres devant nous. Il faut qu'on ferme la porte ou tout l'air va s'échapper » hurla-t-il dans la tourmente. « On n'a pas beaucoup de temps, le trou s'élargit et bientôt le vent sera si fort qu'on sera aspiré. Enfin, tout le monde sauf Xia qui sera assez forte pour y résister jusqu'à ce qu'elle puisse plus respirer, quoi. » Il parlait si vite qu'il était difficile de le comprendre. Yuri s'approcha du panneau de commande de la porte, intrigué que des sécurités ne ferment pas automatiquement en cas de dépressurisation. « Attends !» cria Aladita. « On ne peut pas laisser la bestiole de l'autre côté, elle va étouffer !»« On sait même pas si elle respire !» grommela Xia. Malgré son objection, la jeune chinoise s'approchait de la créature d'un pas prudent. Elle s'accrochait au mur pour lutter contre l'aspiration de plus en plus forte. Se retenir devenait de plus en plus dur. Les aventuriers se sentaient sur le point de lâcher. Aladita fit apparaître des tentacules d'énergie. Elles jaillirent de son armure brillante pour aller s'accrocher dans tous les recoins du couloir. Certaines s'enroulèrent autour de Max et Yuri pour les retenir près du panneau de commande de la porte. En un clin d'œil, ce fut comme si elle avait tissé une toile d'araignée bleutée autour de ses amis, ne laissant le champ libre qu'à Xia qui allait chercher l'extraterrestre. La jeune fille passa derrière la créature et commença à pousser l'énorme boule. Le poids colossal, le vent qui la poussait, les petites pattes qui s'étaient accrochées au sol et qui refusaient de lâcher, ça faisait beaucoup, même pour Xia. Elle grogna sous l'effort, devint toute rouge et parvint enfin à faire bouger l'extraterrestre qui couina de terreur. « Oh ! J'espère que ce sont pas tes fesses !» cria Xia avant de coller un grand coup de pied à l'arrière de la créature pour lui faire passer le seuil. Dès qu'ils furent à l'abri,
Yuri tapa sur la commande de fermeture et la porte s'abattit dans un grincement métallique. Le bruit s'arrêta net, le vent aussi, et le calme retomba dans le couloir. La porte était à peine fermée que Max pianotait déjà sur le petit ordinateur contre le mur. Il cherchait à comprendre. Il passa rapidement sur les plans, sur les schémas électriques, sur les listes de personnel, et s'arrêta enfin sur la page qui l'intéressait. « J'ai les communications !» s'écria-t-il. « Tous les messages qui s'échangent d'un service à l'autre. »« Et tu les comprends aussi ?» demanda Yuri troublé. « Tous les messages, sur un petit terminal au milieu du couloir, » dit Xia. « La sécurité, ça doit pas être leur truc. »« Ou bien ils se font confiance, » s'indigna Aladita. « Ce n'est pas parce que les humains se cachent tout que les extraterrestres sont obligés de faire pareil. » Max se décomposa soudain, devenant encore plus blanc que d'habitude. Nous avons un problème. » Il se retourna vers ses amis, l'air de ne plus rien comprendre, avant de continuer. « Vous vous rappelez de la planète où il ne reste plus que des robots de combat et des tempêtes radioactives ? Ces anciens habitants, les drôles de machins à trois pattes. Ils sont en train de nous attaquer. »« Mais c'est impossible !» s'écria Yuri. « Leur civilisation a disparu sous les bombes atomiques il y a plus de 1000 ans. » Comme pour lui répondre, une rafale de coups de feu résonna dans un couloir proche. Les quatre amis se regardèrent en silence quelques instants avant que Xia prenne la parole. « Bon, ça ressemblait bien à une rafale de mitraillette quand même. On discutera plus tard de l'identité des attaquants. Pour le moment, partons d'ici. Max, tu as dit que la navette était pas loin ? Ouais, elle est par là, confirma l'intéressé. Alors, je prends la limace et on te suit. Yuri suivait ses amis en regardant derrière lui, les yeux plissés. Il cherchait à travers les murs, les couloirs et les salles de la station. Il trouva beaucoup d'extraterrestres roulés en boule, puis, soudainement, vit l'un des attaquants. Il n'en revenait pas. C'étaient exactement les mêmes que sur la photo du journal qu'il avait trouvé dans la glace. La même patte arrière, à la place d'une queue, les mêmes 4 yeux tout autour du front, la même bouche sous le menton et la même absence de nez. Ils portaient tous un fusil d'assaut et une armure vert et marron foncé, comme un uniforme de camouflage d'un soldat terrien. C'était impossible. Cette civilisation avait disparu 1000 ans plus tôt. Pouvait-il y avoir eu des survivants ? Une autre planète ? Pourtant, il ne semblait pas avoir eu la technologie pour se lancer dans la conquête des étoiles. « Yuri, fais gaffe !» cria Xia, le faisant quitter ses pensées et regarder autour de lui. Il évitait de justesse de se cogner dans un coin de mur, alors que ses amis tournaient dans un couloir perpendiculaire. « Ne traînez pas, dit-il, ils sont pas loin derrière nous. » Xia grogna. Elle portait un extraterrestre énorme, roulé en boule et probablement très, très lourd. Elle avait déjà l'impression de ne pas traîner. On aurait dit une représentation d'Atlas, le titan de la mythologie grecque qui portait la terre sur son dos. Ils déboulèrent à toute vitesse dans un grand hangar parfaitement bien rangé. Seule trônait la navette, posée au milieu, brillante comme si elle venait d'être nettoyée. Les éclairs dessinés par Xia sur la coque semblaient scintiller comme des vrais. Max bondit à la vitesse de la foudre pour vérifier que tout allait bien. Il tourna autour de la navette, vérifia les ailes, les trains d'atterrissage, les réacteurs, avant même que ses amis les rejoignent. « On peut y aller !» dit-il avec un grand sourire. « Non, lâcha Yuri, je ne crois pas qu'on puisse. »« Et pourquoi ça ?» grogna Xia en posant son lourd fardeau. Le jeune homme regardait tout autour de lui avec les yeux plissés. Il observait les salles les plus proches, suivait les couloirs qui s'éloignaient, jetait des coups d'œil à travers les cloisons, les portes et même à l'extérieur de la station. « Il y a plein d'extraterrestres encore. Ils sont tous roulés en boule et ne bougent plus. Ils vont se faire massacrer si on ne fait rien. » Xia déposait son premier chargement sur la planète. 6 grosses boules extraterrestres, toutes prostrées et immobiles, comme des autruches avec la tête dans le sable. Elle les jetait sans ménagement sur une jolie plage de sable fin, face à un grand lac agité de petites vagues paresseuses. La jeune chinoise ne savait pas trop si d'énormes limaces cloportes de l'espace pouvaient avoir des bleus, mais elle ne s'en préoccupait pas trop. Mieux valait ça qu'être mort, et elle devait se dépêcher pour retourner sur la station récupérer d'autres extraterrestres. 6. Elle pouvait en rentrer 6 dans la navette. À ce rythme, il faudrait un paquet d'allers-retours pour tous les sauver. Elle poussa rudement la dernière boule par la porte de la navette et la regarda rouler sur le sable sans réagir.
Drôle de bestiole quand même, murmura-t-elle. Quoi? Cria Yuri dans sa radio. Rien, rien, je parle toute seule, répondit-elle. Je viens de les jeter sur une plage, et y a pas une seule de ces boules qui ait bougé. C'est un coup de feu que je viens d'entendre derrière toi? Alors même qu'elle posait la question, une autre rafale de mitraillettes résonna dans la radio. Oui, répondit Yuri. Aladita nous protège, mais je crois qu'il va falloir qu'on abandonne cette section de la base. On pourra jamais sauver tout le monde. Ah, zut! Pesta Xia en se jetant sur les commandes de la navette. Sans se soucier du sable qu'elle soulevait et qui se reposait sur les extraterrestres, elle décolla en trombe et fila vers le ciel. Elle maintint l'accélération à son maximum de 16 gravités et se retrouva collée à son siège, luttant pour respirer. N'importe qui, sans sa super force, aurait étouffé sous une accélération aussi forte. Elle pesait 16 fois son poids. C'est comme si on avait posé une petite voiture sur sa poitrine. Laissant une traînée de flammes dans le ciel, la navette jaillit de l'atmosphère de la planète et fila droit vers la station attaquée. Elle vit de nombreux petits vaisseaux d'attaque et des plus gros qui servaient au transport de troupes. Ils tournoyaient comme des mouches autour de la station. Xia serra les dents et fonça vers la mêlée. À mi-chemin, elle retourna la navette vers la planète et accéléra à nouveau au maximum pour ralentir. Il n'était pas question d'arriver à plusieurs milliers de kilomètres/heure. La station approchait rapidement, et des tirs de laser commencèrent à frôler la coque de la navette. Xia, sourire carnassier sur ses lèvres, se mit à faire des manœuvres d'évitement. Elle freinait un peu plus, un peu moins, tournait dans un sens, puis dans un autre. Elle faisait tout ce qui lui était possible pour la rendre difficile à viser, quand un voyant rouge clignotant attira son attention. Elle ne l'avait jamais remarqué. Bizarre, il semblait important. Schmar, demanda-t-elle, dis-moi si tu trouves à quoi sert le voyant X-27 de la navette. Bien sûr, répondit la voix robotique toujours aussi calme. Il indique que l'armement est paré. Que l'arme... Quoi? Xia n'en revenait pas. Elle n'avait jamais remarqué que la navette était armée. C'était impossible. Elle avait testé la moindre de ses fonctionnalités. Pas le temps de se poser des questions. Elle avait un moyen de ralentir l'invasion de la station et elle n'allait pas s'en priver. Elle retourna à nouveau la navette, diminua l'accélération pour viser plus facilement et plongea vers un vaisseau transport de troupes. Elle en choisit un qui s'apprêtait à s'accrocher à la station, près du hangar où se battaient ses amis. Les copains, je vais avoir un peu de retard, grinça-t-elle sans desserrer les dents. Il était hors de question de faire exploser le vaisseau ennemi, et elle n'avait aucune idée de qui était dedans. Peut-être que certains des assaillants avaient été enrôlés de force, peut-être qu'ils avaient des mécanos, des pilotes ou même des soldats qui n'avaient pas envie d'être là. Peut-être que ceux qui étaient là croyaient des mensonges qu'on leur avait racontés sur la station qu'ils attaquaient. De toute façon, Xia ne tuait que des limaces ou des guêpes géantes, et encore en dernier recours. Elle visa soigneusement les réacteurs de son ennemi et appuya sur la détente. Une rafale de faisceaux laser bleus fila sans aucun bruit vers sa cible. Un éclat de lumière jaillit et le vaisseau ennemi se mit à tournoyer en s'éloignant vers l'espace. Wow! Cria Yuri dans sa radio. Qu'est-ce que c'était que ça, Xia? T'as regardé? C'est quand même pratique ton pouvoir. Ce que tu as vu, c'est l'armement de la navette en action. Je vais vous débarrasser d'une partie de ces gêneurs avant qu'ils n'aient accosté. Fais attention à toi, dit Aladita. Eux aussi, ils sont armés. Pendant que Yuri et Aladita portaient une table, Max avait entassé 3 bureaux et une vingtaine de chaises au milieu du couloir. Le tas formait une barricade qui n'était pas bien solide, mais le jeune ingénieur avait eu une idée de génie. Il avait trouvé de la mousse polyuréthane dans le hangar de la navette, une sorte de mousse à raser, en bombe comme de la peinture, qui grossissait et durcissait en quelques minutes. Toute seule, la mousse n'était pas très résistante, mais avec tout un tas de chaises et de bureaux au milieu, ça formait un mur assez compact. Suffisamment pour ralentir leurs assaillants le temps de rassembler les extraterrestres dans le hangar. Du moins, ils l'espéraient. On fait la même chose dans le couloir de droite, dit-il, et on peut aller chercher les 3 grosses boules qui sont dans le labo. Derrière eux, les portes explosèrent soudainement. Le souffle balaya le couloir et Aladita n'eut pas le temps de faire un bouclier d'énergie pour les protéger. Ils furent projetés en arrière contre le mur et retombèrent pêle-mêle les uns sur les autres. 3 silhouettes menaçantes passèrent à travers la fumée et les décombres. Les assaillants avaient des armures vertes et marron, des casques dont les yeux brillaient dans la pénombre, et de gros fusils d'assaut. Max se volatilisa au moment où le premier soldat extraterrestre braqua son arme sur eux. Il fut si rapide que même Yuri ne vit pas où il était parti. Le jeune Russe regarda Aladita, sonner à côté de lui, et comprit qu'elle ne pouvait pas les protéger pour l'instant.
Il vit avec horreur le doigt du soldat se crisper sur la détente de son arme. Les muscles, étonnamment similaires aux siens, se contractèrent pour signer son arrêt de mort. Il ferma les yeux, mais continua de voir à travers ses paupières. Yuri tourna la tête pour ne pas regarder. Le coup partit, la détonation résonna, mais il n'y eut aucune douleur. Il regarda autour de lui, et la première chose qu'il vit, c'était Max, qui lui tendait la main en souriant. Derrière lui, le soldat, prostré sur sa patte arrière, se tenait la main et ses collègues se précipitaient pour l'aider. « Allez, debout, lui dit Max, faut qu'on bouge d'ici. » Sous le choc, Yuri se leva maladroitement et prit Aladita, toujours inconsciente, dans ses bras. Tout en fuyant dans un nouveau couloir, il reprit ses esprits et demanda « Et qu'est-ce qui s'est passé ?»« Son fusil a explosé, » ricana Max. « Faut se méfier avec les armes à feu, c'est dangereux ces machins-là. »« Mais et pourquoi ?»« Bah parce que j'avais coincé un tournevis dans le canon. »« Un tournevis dans le canon de quoi ?» demanda faiblement la voix d'Aladita. Avec un petit rire nerveux, Yuri lui raconta comment Max venait de leur sauver la vie. « Ah, merci Max, c'est gentil. Je ne voudrais pas passer pour une ingrate, c'est déjà bien de nous avoir sauvé la vie, mais pourquoi c'est Yuri qui me porte et pas toi ? On pourrait pas aller plus vite si c'était toi qui me portais ? Quand je cours, l'accélération est bien trop forte pour que tu la supportes, là. Je ne sais pas pourquoi je l'encaisse comme si c'était normal, mais toi tu finirais probablement toute cassée dans mes bras. » « Tu t'es déjà retrouvé dans une voiture qui accélère à fond ou dans un avion qui décolle ?» demanda Yuri en voyant à la mine de son ami qu'elle n'avait pas compris. « Ça te colle vers l'arrière dans ton siège, c'est l'accélération. Avec Max, ce serait la même chose en 100 fois plus fort. Tellement fort que tes os se briseraient et que tes organes se... »« Ouais, ok, merci, » l'interrompit la jeune fille. « Je crois que je me passerai des détails. » Comme elle allait mieux, il la posa à terre le temps de bloquer une nouvelle porte. Max fit quelques allers-retours pour vérifier les salles environnantes. Il eut fini avant Yuri. « Il y a 2 extraterrestres en boule pas loin, il faut qu'on les emmène au hangar. Ah là, t'y arriveras ?» Pour toute réponse, la jeune fille fit apparaître un gros chariot d'énergie pure. Une magnifique construction avec des roulettes et de grandes poignées, idéale pour transporter une grosse boule bien lourde. C'était sans doute la création la plus complexe qu'elle n'ait jamais faite. « Wow, celui-là est pas passé loin !» Xia parlait toute seule dans son cockpit. Elle avait besoin de crier et de se défouler. Il y avait déjà 4 transports de troupes ennemies qui erraient dans l'espace, leurs réacteurs détruits par les lasers de la navette. Plusieurs tirs l'avaient touchée et la cabine sentait la fumée. Les virages à droite étaient moins rapides et la jeune fille avait l'impression que l'accélération n'était plus aussi bonne. C'était peut-être une bonne chose. Malgré sa super force, elle commençait à avoir du mal à encaisser. Elle y voyait de moins en moins bien, et ses yeux étaient rouges et injectés de sang à cause des petits vaisseaux sanguins qui avaient éclaté. Une explosion retentit à l'arrière de la navette. Une rafale de laser venait de percer la soute. Heureusement qu'elle avait isolé la cabine de pilotage en fermant la porte étanche. Et heureusement que ses amis n'étaient pas assis sur leur siège à l'arrière. Elle braqua à fond vers la gauche et vit le chasseur qui venait de lui tirer dessus revenir par l'arrière. « Oh, toi, mon grand, tu perds rien pour attendre !» grogna-t-elle en se penchant vers l'avant. Elle essaya de viser les réacteurs, ou les ailes, du petit vaisseau qui la pourchassait. Il fallait faire demi-tour plus vite que lui. Le virage, qui n'était rien d'autre qu'une accélération dans un sens différent, lui arracha une grimace de douleur. Sa vision s'obscurcit, et elle sentit des sueurs froides lui couler le long de la colonne vertébrale. Elle n'y arrivait plus. La fatigue l'empêchait d'encaisser les accélérations comme elle le faisait plus tôt. Elle, Xia, était fatiguée. « Ah, pas question que je tombe dans les pommes !» hurla-t-elle en tirant encore un peu plus fort sur le manche. Elle n'y voyait presque plus rien. Tout son champ de vision était noir excepté un petit cercle brouillé au centre. Sa tête lui tournait. C'était son sang qui descendait, attiré vers le bas de son corps par le virage serré. Xia se souvint soudainement que les pilotes d'avion appelaient ce phénomène le voile noir. « Ça, c'est de l'information utile !» bougonna-t-elle. « Même quand Yuri est pas là, faut que je pense à des trucs comme ça. » Brusquement, elle aperçut le chasseur qu'elle poursuivait passer dans son minuscule champ de vision. Son doigt écrasa la gâchette des lasers. Elle tira à l'instinct, pas vraiment sûre de ce qu'elle voyait. De toute façon, elle commençait à avoir du mal à réfléchir. Ses pensées se brouillaient elles aussi. Sans qu'elle y fasse attention, ses mains glissèrent des commandes de la navette et elle recommença à filer tout droit. Presque aussitôt sa vue revint et elle secoua la tête pour s'éclaircir les idées. Elle chercha le chasseur des yeux et le vit qui tournoyait dans l'espace, un panache de vapeur qui se formait en glace derrière lui.
Xia avait raté les moteurs. C'est le cockpit qu'elle avait touché. L'extraterrestre perdait son air dans l'espace. Aladita transpirait à grosses gouttes. En ramenant le second extraterrestre recroquevillé en boule au hangar, ils étaient tombés à nouveau sur les 3 soldats qui avaient essayé de les tuer. Elle avait tendu une barrière d'énergie en travers du couloir et la maintenait depuis. Yuri et Max entassaient le plus vite possible des chaises et des tables avant de noyer le tout dans de la mousse polyuréthane. Les 2 extraterrestres qui n'étaient pas blessés avaient essayé de tirer sur la barrière, sans succès. Ils avaient alors tapé dessus et lancé des objets au travers, mais Allah avait tenu bon. Dès que le mur improvisé fut solidifié, ils retournèrent chercher la grosse limace. La jeune indienne fit à nouveau apparaître son chariot à roulettes et ils se remirent en route vers le hangar. Pour ralentir leurs ennemis, Max et Yuri fermaient et verrouillaient toutes les portes qu'il y avait sur le chemin. « Vous croyez qu'ils vont toutes les faire exploser » demanda Aladita. « Exploser, enfoncer et déverrouiller, je sais pas vraiment, répondit Max, mais une chose est sûre, ils finiront par passer. Une fois dans le hangar, ils posèrent leur lourd fardeau avec les autres. Il y avait maintenant une 12aine d'extraterrestres roulés en boule dans un coin. De temps à autre, l'un d'eux laissait apercevoir un œil globuleux, posé sur un pédoncule comme celui d'un escargot. L'œil sortait, tournait doucement pour observer les alentours, mais se repliait d'un coup sec au moindre bruit d'explosion ou de mouvement dans la pièce. Cela faisait beaucoup rire Aladita. « Il faut qu'on trouve une idée, dit Max. On recule de plus en plus, on va finir par se faire coincer. Xia ne pourra pas empêcher éternellement les autres vaisseaux d'accoster, et à ce moment-là, on va se faire sérieusement déborder. On n'a aucun plan de secours pour le moment, et on ne peut pas laisser les bouboules se faire massacrer, répondit Yuri. T'as raison, faut trouver quelque chose. Aladita, assise dans un coin à se reposer en mangeant une barre de céréales, grommela à bouche pleine. Les bouboules, j'aime bien. T'as dit que les ordinateurs marchaient comme les nôtres, Max ? Demanda-t-elle. Son ami acquiesça de la tête. Bah, pourquoi on ne demande pas à Schmar de venir nous aider ? Il pourrait rentrer dans ses ordinateurs comme dans ceux de notre vaisseau. Après, je suis sûr qu'il pourrait prendre le contrôle des portes, des ascenseurs, des caméras, tout ça, comme sur le Rorcal. Max et Yuri se regardèrent bouche ouverte, les yeux écarquillés. Quoi ? Demanda Aladita. C'est pas une bonne idée ? Mais si ! S'exclama Yuri. Comment on a pu ne pas y penser ? Bravo, Allah ! Vu la vitesse à laquelle il a appris notre langue, dit Max, il sera sûrement capable d'écouter les attaquants en un rien de temps. Et si on comprend ce qu'ils veulent, on pourra peut-être arrêter cette folie. Il embrassa la jeune fille sur le front et brancha sa radio sur la fréquence du Rorcal. Schmar, on a besoin d'un coup de main. Peux-tu sortir de notre ordinateur et venir dans celui de la station ? Il y a déjà un trou dans la coque par lequel tu pourras passer. Ah, mais c'est pas vrai ça ! Pestait Xia dans son cockpit rempli de fumée. Elle hésita quelques instants en regardant le chasseur extraterrestre tournoyer dans l'espace en perdant son air. La navette était en piteux état. Des courts-circuits électriques avaient dégagé une fumée âcre et puante. La soute était percée à plusieurs endroits et totalement dépressurisée. Le moteur gauche ne fonctionnait plus. Retourner au combat serait une très mauvaise idée. D'un autre côté, aller chercher le gars qui lui tirait dessus quelques minutes plus tôt ne semblait pas vraiment une bonne idée non plus. Pourtant, Xia regardait le vaisseau dériver en laissant derrière lui une traînée d'air gelé en regrettant son tir raté. Elle ne voulait pas être responsable de la mort de quelqu'un. Dans les films ou dans les jeux vidéo, c'était amusant. En vrai, beaucoup moins. « Les amis, dit-elle à la radio, je ne peux plus les retenir, la navette est à bout de souffle. Je termine un petit truc et je vous rejoins au hangar. » La voix essoufflée de Max lui répondit rapidement, et elle crut entendre des bruits de fusil derrière lui. Elle espéra que ses amis allaient bien et s'approcha le plus vite possible du vaisseau ennemi en perdition. La manœuvre n'était pas facile. Elle ouvrit la soute en grand, il n'y avait plus d'air dedans de toute manière, et tourna l'arrière de la navette vers l'extraterrestre. Il tournoyait dans l'espace et elle devait suivre ses mouvements. Par petites touches, elle dirigea la navette jusqu'à ce qu'elle tournoie exactement en même temps que l'autre vaisseau. Elle s'aligna doucement, méticuleusement, les lèvres pincées par la concentration. L'absence du moteur gauche ne l'aidait pas. Au bout de 10 bonnes minutes, elle parvint enfin à aligner la soute avec le cockpit du chasseur. L'extraterrestre tournoyait toujours, mais Xia tournait autour de lui exactement au même rythme. La porte ouverte de la navette restait fixe,
bien en face de l'autre vaisseau. Son adversaire sembla comprendre, car il éjecta la verrière de son appareil et s'extirpa de son siège. Il plia sa troisième jambe et sauta vers la porte de la navette. Xia regarda sa silhouette traverser en flottant l'espace vide entre leurs deux vaisseaux. Elle retenait sa respiration, s'attendant à moitié à le voir rater son coup. Quelques longues secondes plus tard, la caméra arrière lui montra la créature qui grimpait à l'intérieur de son propre vaisseau. Elle nota qu'il avait un pistolet à la ceinture. Elle referma la navette, mit le casque de sa combinaison et dépressurisa la cabine de pilotage pour pouvoir ouvrir la porte. L'air chuinta quelques instants avant que le voyant vert n'indique que le vide s'était fait des deux côtés. De mauvaise humeur, fatiguée par son combat et percluse de petites douleurs à cause des accélérations qu'elle s'était faites subir, la jeune femme ouvrit la porte et s'avança dans la soute. L'extraterrestre se tourna vers elle et dégaina son pistolet. Il semblait hésiter. Sa main tremblait malgré sa combinaison spatiale. Il était tiraillé entre son devoir de soldat et son cœur qui lui disait que l'humaine devant lui venait de lui sauver la vie. Xia ne s'arrêta pas. Elle tendit le bras en grognant et arracha l'arme à son propriétaire. Elle attrapa le canon dans une main, la crosse dans l'autre et plia le pistolet en deux comme si c'était du chewing-gum. « Voilà, comme ça on risque moins de se blesser avec, » dit-elle en rendant ce qu'il restait du pistolet à l'extraterrestre. « Maintenant, tu t'assois et tu attaches ta ceinture. Règle numéro 2 dans ma navette, toujours attacher sa ceinture. » Elle criait à moitié, mais ça lui faisait du bien. La créature en face d'elle ne devait rien comprendre de sa langue, mais le bras de Xia tendu vers les fauteuils fut suffisant. Il s'assit sans dire un mot. « Ceinture !» grogna la jeune femme en montrant l'attache métallique. L'extraterrestre s'attacha sagement. « Maintenant, tu restes assis et tu ne bouges pas !» lâcha-t-elle en tournant les talons pour retourner dans la cabine de pilotage. Elle détestait piloter avec son casque, mais elle n'osa pas refermer la porte de la soute. Il fallait rester prudent, et elle préférait quand même garder un œil sur l'extraterrestre. Son prisonnier ? Elle se demanda si elle venait de faire un prisonnier de guerre. Qu'allait-elle faire de lui une fois sur la station ? Avec un petit sourire sous son casque, elle se dit qu'elle s'en fichait. Elle rentrait avec le pilote ennemi et laisserait l'intello décider de ce qu'il fallait faire. Il ne pourrait pas s'en empêcher de toute façon. « Yuri, mon cher ami ?» dit-elle d'un ton mielleux dans la radio. « Je rentre au hangar avec un invité surprise qui va sûrement t'intéresser. » Lorsque la navette eut atterri dans le hangar, Yuri, Max et Aladita se réunirent pour accueillir Xia. Shmar était en route à travers l'espace pour les rejoindre, mais il lui faudrait encore une bonne heure pour arriver. Aucun d'eux ne put masquer son inquiétude à la vue du petit vaisseau. Le réacteur gauche dégageait une fumée noirâtre qui piquait les yeux. Le reste du fuselage était recouvert de traces de brûlure, et on voyait même des trous à certains endroits. La porte s'ouvrit en grinçant, et tout le monde octa de surprise. À la place de leur ami, ils voyaient débarquer un soldat extraterrestre. « Allez, avance Alphonse !» fit la voix de Xia derrière lui. La jeune fille était cachée derrière la créature et le poussa doucement sur la rampe de débarquement. Il avança sur ses trois pattes, sa tête étrange dodelinant sur son cou. Il tenait encore entre ses mains son pistolet tordu. Après lui, Xia s'avança fièrement, se tenant droite derrière son prisonnier. Ses yeux étaient encore injectés de sang à cause des accélérations qu'elle avait subies, mais elle semblait aller bien. « Les amis, je vous présente Alphonse. Je crois qu'il pige rien ce que je lui raconte. » Max éclata de rire alors que Yuri et Aladita regardaient leur ami bouche bée. « Xia !» s'exclama-t-il. « T'arrives de l'espace, tu peux nous dire comment tu l'as dégoté, ton Alphonse ? Je doute que tu l'aies pris en stop au détour d'une petite lune. » Longue histoire, répondit la jeune fille. Je lui ai tiré dessus, j'ai raté ses moteurs, il allait mourir asphyxié, j'ai donc effectué une opération de sauvetage, mais je te laisse les EVA, hein, c'est lui qui a fait la route entre nos deux vaisseaux. Yuri observait l'extraterrestre avec tant d'attention qu'il ne pensait même plus à parler. La créature, malgré son physique très différent, ressemblait beaucoup à un être humain. Il avait presque la même physiologie, le même sang, le même cœur, le même cerveau, la même façon de digérer des aliments. Étonnant pour une espèce qui s'était développée sur une autre planète. « Bonjour Alphonse !» le salua Aladita en s'approchant de lui. « Pourquoi toi et tes copains vous nous tirez dessus ?» L'extraterrestre ne bougea pas. Il semblait pétrifié et sa jambe arrière était agitée de tremblements réguliers. Ses 6 yeux globuleux tournoyaient dans tous les sens, sans doute à la recherche d'une issue. « Je crois qu'il a peur de nous, » dit Max. « Ça a peut-être un rapport avec le Terminator qui a tordu son pistolet comme s'il avait été en guimauve. »
Ce n'était rien, ça, répondit Xia en se recoiffant. Il a eu l'air plus impressionné quand j'ai plié une plaque de blindage pour refermer la soute. Sinon, vous n'auriez pas un truc à manger? Je meurs de faim. Aladita lui tendit une poignée de barres énergétiques qu'elle-même grignotait en continu. Elle en avala 2 grandes bouchées avec un soupir de soulagement avant de reprendre ses explications plus sérieusement. Je ne pouvais pas le laisser mourir dans l'espace. Par contre, je n'ai aucune idée de ce qu'on doit faire de lui. Il a quand même essayé de nous tuer. Max et Yuri se renfrognèrent. Leur ami avait raison. Il fallait prendre une décision. Nous pourrions en profiter pour l'étudier, proposa le scientifique sans grande conviction. Sa physiologie, c'est-à-dire la façon dont son corps fonctionne, est très proche de la nôtre. Mais il y a plein de petites différences. Yuri, dit Max, nous n'avons pas le temps pour faire de la recherche, même si je me doute bien que ça te passionne. On peut le retenir prisonnier quelque part, le temps qu'on réussisse à repousser les autres soldats, demanda Xia. C'est possible. Bah, l'interrompit Aladita en postillonnant la moitié de sa barre énergétique. Y a rien à faire d'autre à part leur lâcher. C'est un pilote et il n'a plus de vaisseau. Il ne va pas être bien dangereux pour nous. Et il n'a aucune information qu'il pourrait donner à ses amis. Ils savent déjà où nous sommes. Oui, et de toute façon, la station est envahie par les soldats. Un de plus ou un de moins, dit Max en haussant les épaules. La gentillesse, les amitiés, les bonnes idées, c'est comme des graines, continua Aladita. Quand on les plante, on ne sait jamais lesquelles vont germer. C'est pour ça qu'il faut en semer le plus possible. Avec un peu de chance, il racontera ce qui s'est passé à ses copains et petit à petit, ils deviendront moins méchants avec nous. Yuri sourit avant de répondre. Quand on se demande ce qui est bien et ce qui est mal, le mieux à faire, c'est toujours de demander à notre Allah. Bon allez, renvoyons Alphonse chez les siens. Xia déplaçait les meubles les plus lourds. Yuri repérait les soldats extraterrestres à travers les murs. Max et Ala les attiraient dans de mauvaises directions et les faisaient tourner en rond. Il gagnait ainsi du temps pour que Schmar étudie les langues des extraterrestres. Tournez à droite, disait Yuri dans la radio. Voilà, ils sont 2, juste derrière cette porte. Et ils sont en train de poser un explosif pour la démolir. Max et Ala ouvrirent la porte sous le nez de leurs assaillants. Le mécano se précipita entre eux, pas trop vite pour ne pas les décourager de le suivre, et leur piqua leur bombe au passage. Dès qu'il fut passé, la jeune fille bloqua le couloir avec un mur d'énergie. Les 2 soldats hésitèrent quelques secondes avant de se décider à pourchasser celui qui leur avait filé entre les pattes. Ça y est, dit Ala en refermant la porte. Ils sont partis à la poursuite de Max. Je leur souhaite bien du courage, dit Xia en rigolant. Yuri suivait des yeux son ami qui filait à travers les couloirs en essayant d'attirer les soldats le plus loin possible du hangar. Max ne cherchait pas à semer ses poursuivants, il allait juste assez vite pour ne pas être rattrapé. Attention au couloir à ta droite, il y en a 2 qui arrivent. Le petit rouquin fit une grimace aux 2 soldats, leur tira la langue et fila vers la gauche avant qu'ils aient eu le temps de lui tirer dessus. Je suis capable de traduire leur communication avec une précision suffisante, dit soudain Schmar dans les radios. Un claquement de vent dans la pièce signala l'arrivée immédiate de Max. Nous t'écoutons, dit-il en se recoiffant. Je vous transmets les messages écrits sur l'écran, reprit la créature énergétique. Pour ce qui est des transmissions radio, contrairement à vous, ces gens ne voient pas la différence comme une richesse. Voici un petit résumé de ce que j'entends. Schmar se mit à transcrire certaines conversations entre les soldats et les 4 aventuriers perdirent toute envie de rire. Les extraterrestres qui vivaient dans cette station étaient systématiquement décrits négativement. Ils étaient lâches parce qu'ils ne se battaient pas, répugnants car ils ne leur ressemblaient pas, stupides car ils ne pensaient pas comme eux. Même leur mode de vie était critiqué. Ces créatures ne fondaient pas de famille et fonctionnaient par couvée. Elles communiquaient par télépathie et prenaient ensemble leurs décisions. Elles n'avaient pas besoin de gouvernement. Trop de choses différentes, toujours mises en avant pour justifier l'attaque. Et une phrase revenait souvent, très souvent. C'est eux ou nous. Mais ils viennent d'arriver. Comment ils savent tout ça demanda Aladita. Parce qu'on leur a dit, répondit Yuri d'une voix sombre. Je suis en train de lire les communiqués qui ont été faits aux soldats et à la population des attaquants. Leur planète est trop irradiée. Il leur en faut une nouvelle pour vivre. Alors ils ont fait plein de reportages, plein d'émissions et d'articles de journaux pour expliquer à quel point les bouboules sont moches et méchants. Aladita était outrée. Elle s'exclama d'une voix aiguë. « Mais c'est dégueulasse! Comment peut-on faire ça juste pour déclencher une guerre ?» Bah, c'est bien souvent comme ça que ça marche sur Terre, tu sais, dit Xia d'une voix faible. Ces extraterrestres nous ressemblent décidément beaucoup. Oui,
continua Yuri. Et leurs gouvernants, leurs chefs savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils avaient besoin d'une nouvelle planète. Ils ont envoyé leurs soldats la prendre. La peur de ne plus avoir d'avenir sur une planète irradiée a fourni le motif de l'attaque. Leur différence avec le peuple qui vit ici a simplement servi de motivation pour les troupes. Un long silence plana dans le hangar alors que les quatre amis comprenaient que l'attaque n'allait pas se calmer. Au contraire, les extraterrestres allaient tout faire pour conquérir une nouvelle planète. Ils venaient d'en trouver une où les habitants se roulaient en boule plutôt que de se battre. Ils n'allaient pas la laisser tomber. Bon, dit Max, ça nous laisse qu'une question. Comment repousser cette armée? Et sans effusion de sang de préférence.